nationale. Donc, parce que le Maroc, de point de vue énergétique, avant la stratégie et avant et après la stratégie, c'est tout à fait différent. Donc ici, comme j'ai dit, le développement économique du Maroc tiré par des stratégies sectorielles structurées. Donc, il y a une augmentation continue de la consommation énergétique, de l'ordre de 5% pour l'énergie primaire, de 6 à 7% pour la consommation électrique. Ici, on représente la répartition de la consommation finale en 2004. Et regardez, en 2004, le bâtiment était le premier consommateur, le deuxième consommateur après le transport. Mais, taqriban hexagonaux, donc 34% de la consommation totale était dédiée au bâtiment. D'accord? Mais l'état général était par un déséquilibre entre offre et demande, et c'est pour cela 115 de kilotonnes équivalent pétrole, mais en 2016 c'était 5159 kilotonnes équivalent pétrole, c'est-à-dire entre 1990 et 2016, il a été multiplié presque par 3. D'accord, par un facteur de 3. Donc l'industrie a augmenté de 1,5, le transport a été multiplié par 4,3 et l'agriculture par 4,46. Donc tout cela montre que à l'échelle nationale, il y a un besoin, une augmentation continue des besoins énergétiques. D'accord? Donc ici, si vous voulez, c'est juste pour vous montrer la répartition. Donc ici, Residential Energy Consumption by End Use, c'est-à-dire par utilisation finale. Et on voit très très bien que dans le bâtiment marocain, 64% de notre énergie consommée dans nos bâtiments, c'est pour la cuisson. Et donc, dans la cuisson, on n'utilise pas de l'électricité en général, on utilise le gaz butane qui est subventionné par l'État. Vous savez très très bien que lorsque vous achetez une bouteille de gaz butane, le gouvernement marocain, il vous paye le 2/3 vous ne payez que le 1/3, et le 2/3, ils sont payés par le gouvernement. Donc, normalement, le prix réel d'une bouteille de gaz butane, il est au-delà de 120 dirhams. Alors que nous, on paye seulement 42 ou bien 43 dirhams. D'accord? Et donc, ici, la plus grande consommation, c'est gaz butane. Et regardez ici, 12% pour le chauffage de l'eau, 6% pour l'éclairage. Ici, pour le chauffage et climatisation, c'est pas grand-chose dans le bâtiment résidentiel, dans le bâtiment résidentiel marocain, mais dans le bâtiment tertiaire, le chauffage et la climatisation, ils consomment beaucoup d'énergie. Et regardez ici dans les équipements énergétiques dans le bâtiment résidentiel, 16%. Et le 11% de ces 16%, ils sont dédiés au réfrigérateur. Donc le réfrigérateur, si vous voulez, est le plus grand consommateur de l'énergie électrique du bâtiment. D'accord? Donc, chose qu'on néglige en général. Donc, il faut le noter, et donc, il faut acheter un climatiseur de classe A+, ou bien A3+, pourquoi pas, parce que il serait un réfrigérateur efficace, mais aussi l'usage, il ne faut pas à chaque fois ouvrir les portes pour ne pas influencer d'une manière négative sur la performance énergétique comme on l'a défini au début. Donc ici, c'est la consommation moyenne d'électricité par ménage par utilisation finale rurale et urbaine. Donc ici, ça c'est la consommation d'électricité. On voit très très bien que le réfrigérateur est le plus grand consommateur de l'énergie électrique. Le deuxième consommateur, c'est l'éclairage. Et le troisième, c'est la télévision et les appareils, les ordinateurs, etc., etc. OK? Donc, juste pour avoir une idée sur l'état actuel. Donc, dans ce contexte, le Maroc, il a heureusement développé une stratégie énergétique nationale qui a été lancée en 2009 par Sa Majesté, etc. La stratégie énergétique nationale vise 4 objectifs fondamentaux et définit 4 orientations stratégiques. Donc, 4 objectifs.
et 4 orientations. Et l'une des orientations, entre les autres, il y a l'efficacité énergétique. Et donc, le Maroc, dans sa stratégie, si vous voulez, il y a 2 actions qui vont en parallèle. Il y a le développement des énergies renouvelables et la production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Donc, et au début, on avait une stratégie qui vise 42% de la puissance installée provient des énergies renouvelables à l'horizon 2020. Maintenant, on a dépassé 2020 et Dieu merci, on a réalisé les objectifs de la stratégie énergétique pour 2020 et maintenant, on vise à ce que la puissance installée, 52% de la puissance installée soit des énergies renouvelables, si vous voulez. D'accord? Et de point de vue efficacité énergétique, si vous voulez, le Maroc est très ambitieux, le gouvernement marocain est très ambitieux pour atteindre environ 20% d'économie d'énergie primaire à l'horizon 2030 par la mise en place d'un plan d'action d'efficacité énergétique dans les différents secteurs économiques, à savoir le bâtiment, le transport et l'industrie. Donc, en relation avec la stratégie d'efficacité énergétique, bien sûr, le Maroc, il a développé pas mal de lois. Il y avait un vide juridique vraiment très, très important. Et donc, le Maroc, il a fait beaucoup d'efforts pour réglementer ce secteur énergétique. Donc, il a développé beaucoup de lois. Il y avait des lois en relation avec les énergies renouvelables, telles que la loi 1309, la loi 5815, et beaucoup d'autres lois pour créer Mazel, pour créer IRESEN, pour créer l'AME qui a remplacé la DERE, etc. Et en relation avec l'efficacité énergétique, il a développé toute une loi, c'est la loi 4709 relative à l'efficacité énergétique. Et dans cette loi, bien sûr, c'est une loi cadre. On parlait déjà des études d'impact énergétique, de l'audit énergétique, de développement des codes d'efficacité énergétique dans le bâtiment, dans l'industrie, etc. Et dans ce cadre que le Maroc, il a développé ce qu'on appelle le règlement thermique de construction, dont l'objectif final, si vous voulez, c'est la réduction de la facture énergétique dans le secteur du bâtiment, qui est le deuxième consommateur d'énergie à l'échelle nationale, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration du confort thermique et la réduction des besoins en chauffage et en climatisation. Donc, si vous voulez, ce règlement, il était basé sur cette étude qui a été développée par un projet qui s'appelle le Plan Bleu. Donc, si vous voulez, ici, on montre le potentiel d'efficacité énergétique du bâtiment dans la région de la Méditerranée du Sud sur la période 2010-2030. Et on voit très très bien ici qu'avec une enveloppe efficace, on peut économiser jusqu'à 35% pour le chauffage, 14% pour la climatisation. Donc, juste par l'amélioration de l'enveloppe, on peut gagner jusqu'à presque 50%, on peut réaliser presque 50% des économies d'énergie. Mais bien sûr, il faut quand même noter qu'il y a un grand potentiel d'économie d'énergie pour la réfrigération efficace. On vient de montrer que le réfrigérateur, c'est le plus grand consommateur d'énergie électrique dans le bâtiment. Il y a un potentiel de 14% pour l'éclairage efficace et maintenant, tout le monde, il se convertit vers l'éclairage LED qui est très, très économe. Et dans le chauffage de l'eau chaude sanitaire aussi, il y a un potentiel d'économie d'énergie de 22%. Malheureusement, ce secteur n'est pas encore exploité malgré le gisement solaire très, très important à l'échelle nationale. Donc, grosso modo, il y a un potentiel total de 40% d'économie d'énergie sur le bâtiment, si vous voulez. Donc, si vous voulez, de point de vue comme décret d'application de la loi 4709, le premier décret d'application, c'est le décret approuvant le règlement général de construction qui fixe les performances énergétiques de construction et instituant le comité national de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Donc, il y a des exigences en matière de performance énergétique de l'enveloppe, niveau d'isolation thermique, optimisation du taux de vitrage par orientation, protection solaire des fenêtres, etc. Donc, selon deux approches, comme vous le savez, je crois que
vous savez déjà qu'il y a deux approches. L'approche performantielle, il donne une limite maximale des besoins en chauffage et climatisation en kilowattheures par mètre carré par an, par zone climatique et par type de bâtiment. Et l'approche prescriptive, il fixe tout simplement les exigences réglementaires des caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, ici, si vous voulez, donc malheureusement ici, il y avait une animation, c'est pour cela ils sont superposés. Je vais essayer de voir est-ce que ça va marcher avec le diaporama. Donc, indicateur du secteur de l'énergie en 2018. Donc, ça, c'est les derniers chiffres, si vous voulez, publiés dans le ministère de l'énergie. Donc, la dépendance énergétique, donc, l'un des défis du secteur de l'énergie au Maroc, c'est la dépendance énergétique. Et en 2018, on est allé à 81,7% d'importation énergétique qui répondent à nos besoins, pour répondre à nos besoins. D'accord? Donc, Dieu merci, il y a déjà une amélioration. En 2011, c'était 80, ou bien en 2012, c'était 97%. Donc, la consommation énergétique, elle est de l'ordre de 21,25 millions de tonnes équivalent pétrole. Donc, tout à l'heure, on a dit que l'Allemagne, avec des mesures d'efficacité énergétique essentiellement dans le bâtiment et les transports, elle a pu éviter 55 millions de tonnes équivalent pétrole. Donc, regardez les économies d'énergie, ou la quantité d'énergie évitée grâce à des mesures d'efficacité énergétique comparée à la consommation énergétique totale du Maroc. Donc, la facture énergétique en 2018, il était 82 milliards de dirhams. En 2012, on a dépassé les 100 milliards de dirhams. Donc ici, bien sûr, le Maroc, ça reste toujours un pays qui ne consomme pas beaucoup d'énergie. Donc, regardez ici la consommation énergétique par habitant, on est à 0,6. On est inférieur à l'Inde, qui est un pays très très pauvre. Et donc le Maroc, il est pauvre en termes de consommation énergétique et il n'est pas un pays polluant, si vous voulez. Donc ici, c'est la demande d'électricité par habitant, et aussi le Maroc, il est un pays très très pauvre. Si on le compare avec d'autres pays, le Marocain ne consomme, si vous voulez, que 1063 kWh par habitant. D'accord? L'Algérie, c'est beaucoup plus, la Chine, l'Afrique du Sud, la France, regardez l'évolution, et le Maroc, elle est là. Donc le Maroc, si vous voulez, c'est un pays qui ne consomme pas beaucoup d'énergie. Donc je reviens, j'ai annulé le diaporama pour pouvoir continuer. Donc, les derniers faits marquants dans le secteur de l'efficacité énergétique. Maintenant, je vais vous présenter les derniers faits marquants dans le secteur de l'efficacité énergétique. Donc, tout d'abord, il y a un circulaire qui a été publié dernièrement par je crois le ministère de l'Emploi, je crois, sur l'exemplarité de l'État. D'accord? Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale du développement durable 2030, la circulaire numéro du 13 août émanant du chef du gouvernement relative au projet de loi de finances 2019. Donc l'exemplarité de l'État, c'est-à-dire cette circulaire, il a donné des recommandations ou bien pardon, à ce que l'État soit, les bâtiments de l'État donnent l'exemple en ce qui concerne l'efficacité énergétique. Aussi, l'une des nouveautés, si vous voulez, c'est la publication du règlement relatif à l'audit énergétique obligatoire à partir de 1500 tonnes équivalent pétrole par an pour les entreprises industrielles et à partir de 500 tonnes équivalent pétrole pour les secteurs tertiaires. Surtout les secteurs de tourisme, de la santé, de l'éducation, de l'enseignement, du commerce et des services. D'accord? Donc, si la consommation d'un bâtiment tertiaire dépasse les 500 tonnes équivalent pétrole par an, alors il doit être sujet d'un audit énergétique obligatoire. Aussi, parmi les nouveautés ou bien les faits marquants de l'efficacité énergétique nationale, c'est le décret relatif aux ESCO. Donc, les ESCO, si vous voulez, c'est les entreprises de services énergétiques. Energy Service Company. Donc, on l'appelle les ESCO, c'est les entreprises si vous voulez, de services énergétiques. D'accord? Donc, en ce qui concerne l'exemplarité de l'État, on a dit que l'administration marocaine doit être exemplaire en développement durable. L'État doit être un exemple de consommation énergétique
nationale. Et actuellement, l'État, il a commencé à lancer beaucoup de projets, que ça soit l'implantation de la norme ISO 50001 dans certains bâtiments tertiaires, l'éclairage et l'utilisation de l'éclairage efficace des bâtiments publics, transport du personnel et déplacement rationalisé, application de mesures d'efficacité énergétique telles que le toit solaire. Donc, on commence à constater que dans les toits solaires de pas mal de bâtiments tertiaires administratifs publics, on commence à trouver ou bien des chauffe-eau solaires ou bien des panneaux photovoltaïques pour la production de l'électricité pour répondre à un pourcentage du besoin en éclairage des bâtiments tertiaires. Donc ici, on peut citer par exemple, même dans l'achat, c'est-à-dire dans nos achats, l'inclusion de clauses d'économie d'énergie et d'impact environnemental chiffrés dans les CPS et dans le bon de commande, l'accompagnement au changement, implication, motivation des acteurs, exemple des lampes à basse consommation et des sacs en plastique, etc. Donc l'État, il commence à donner l'exemple sur des mesures d'efficacité énergétique pour promouvoir l'efficacité énergétique dans les autres secteurs, bien sûr. Donc ici, on a déjà parlé de tout cela. Donc, si vous voulez, ici, je voulais juste parler sur ce qu'on appelle les ESCO. Donc ici, la SUE, si vous voulez, elle est déjà considérée comme un ESCO, d'accord. C'est ce qu'on appelle en anglais Energy Service Company, acronyme ESCO. Donc les ESCO, si vous voulez, c'est une entreprise de services professionnels qui offre, si vous voulez, une vaste gamme de solutions énergétiques dont le but principal est la réalisation d'économies d'énergie. Donc, par exemple, un ESCO, une entreprise de services énergétiques, peut venir dans un bâtiment tertiaire de l'État, faire une étude et s'il découvre qu'il y a un potentiel énorme d'économie d'énergie, alors il peut même s'investir et réaliser et il tire les bénéfices par la suite à partir des économies d'énergie. Donc, UNESCO effectue une analyse approfondie des lieux, si vous voulez, conçoit et met en œuvre des solutions et maintenant le système en place pour assurer des économies d'énergie tout au long du contrat l'alliant à son client. Ce sont des économies en coût d'énergie qui sont souvent utilisées pour rembourser l'investissement pendant une période pouvant aller de 5 ans à 20 ans. Donc, j'espère que vous avez compris un peu le rôle des ESCO, c'est-à-dire ils font des études et au-delà des études, ils peuvent aller jusqu'à la réalisation et à partir des économies en coût d'énergie qui sont souvent utilisées pour rembourser, ils vont être remboursés pendant une période pouvant aller de 5 ans et 20 ans selon le contrat établi entre l'ESCO et si vous voulez, et le client. Donc ici au Maroc, la SIE, il est devenu comme ESCO pour votre information. Donc il est nommé comme une super ESCO, c'est-à-dire il pourra par la suite agir en assistance, en maître d'ouvrage ou en maîtrise d'ouvrage délégué pour le compte des clients, tout en contribuant à la structuration du marché d'efficacité énergétique, en faisant bien sûr exécuter les projets par les entreprises privées. Donc, électriques, les transformateurs, les climatiseurs, les réfrigérateurs, etc. Et dans ce cas, on va exiger l'étiquetage et ça va aussi attaquer à un seuil de performance. Cette présentation
contexte, on va, si vous voulez, attaquer un tout petit peu l'efficacité énergétique dans le bâtiment et on va passer rapidement parce que chaque étape il a besoin d'une formation et donc si vous éventuellement si vous constatez qu'il y a un besoin urgent dans une des étapes, alors à ce moment on pourra organiser un autre webinaire en se focalisant sur vos besoins spécifiques. Donc, si vous voulez ici l'efficacité énergétique, on va, si vous voulez ici, je dois passer au mode diaporama parce qu'il y a une animation. Donc ici, si vous voulez, ici, ce que je veux vous dire, c'est que dans l'architecture, si vous voulez, je vais effacer ça pour laisser ça. Ok. Donc ça, c'est les étapes, si vous voulez, de l'efficacité énergétique. Pour réaliser l'efficacité énergétique dans le bâtiment, il faut suivre des étapes. La première des étapes, peut-être avant même la construction, avant de parler de la géométrie de l'orientation, comme on verra par la suite, on peut parler de l'analyse du site. Parce que le site, il a une influence très importante sur le comportement futur thermique, acoustique de votre bâtiment. Donc ici, j'ai essayé de parler sur la géométrie et l'orientation, ok. Donc ici, donc dans la géométrie et l'orientation, il faut parler bien sûr il faut avoir une notion sur l'architecture bioclimatique, d'accord. Donc ici, si vous voulez, pour parler un peu de l'architecture bioclimatique, je ne sais pas est-ce qu'on a le temps, mais brièvement, le principe de l'architecture bioclimatique, c'est très simple. C'est que lors de la conception et de la construction de bâtiments, le climat, l'environnement et l'écosystème entourant la maison doivent être pris en compte. C'est-à-dire dans l'architecture bioclimatique, on tient compte du climat, de l'environnement et de l'écosystème pour bâtir un bâtiment qui consomme moins d'énergie, c'est-à-dire qui fait appel moins au système de chauffage et climatisation. L'objectif est de diminuer la consommation énergétique de la maison et de réduire son impact sur l'environnement en utilisant au mieux les ressources disponibles. Cette connaissance de l'utilisation de la lumière du soleil dans l'architecture existe, comme vous le savez, depuis des millénaires. Mais dans l'architecture, si vous voulez, nous, dans notre patrimoine, si vous voulez, on tenait compte de la lumière du soleil dans l'architecture. Et comme ça, si vous voyez les anciens bâtiments, les Qsour, etc., vous allez trouver des baies vitrées très petits dans l'orientation nord, parce que c'est juste pour l'éclairage, et de grandes baies vitrées dans l'orientation sud parfois. Donc, si vous voulez, les facteurs décisifs, si vous voulez, pour concevoir une maison selon les principes bioclimatiques, sont la protection contre le vent et le froid et l'utilisation optimale de l'énergie solaire. À cet effet, l'emplacement, l'orientation et l'isolement de toutes les pièces de la maison bioclimatique doivent être optimisés. L'énergie solaire peut être exploitée sous forme de lumière ou de chaleur. Vous savez très très bien que l'énergie solaire contribue au réchauffement de notre bâtiment. Et donc, si notre bâtiment il est très bien exposé via des vitrages au rayonnement solaire pendant l'été, il va être surchauffé. Et s'il est privé pendant l'hiver, il va être refroidi, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, l'énergie solaire doit être exploitée sous forme de lumière et de chaleur pour réduire la consommation d'électricité pour le chauffage pendant l'hiver et l'éclairage de la maison aussi. Le choix des matériaux de construction est également crucial pour optimiser l'efficacité énergétique de la maison. Dans la meilleure des cas, grâce à une conception intelligente, une température interne constante comprise entre 18 et 22 degrés peut être maintenue toute l'année sans chauffage et climatisation. En résumé, si on applique les principes de conception bioclimatique, c'est-à-dire si lors de notre conception architecturale, on réfléchit
à l'importance du rayonnement solaire pendant l'hiver et comment peut-on éviter le rayonnement solaire pendant l'été, à réfléchir sur l'éclairage naturel, réfléchir sur l'intérêt de l'orientation, alors à ce moment, on peut parfois même éviter l'usage des systèmes de chauffage et climatisation, et surtout dans les zones climatiques telles que la zone climatique 1 ou la zone climatique 2 de Tanger, Tétouan, etc. Donc, le comportement et les besoins personnels d'utilisateurs devraient être au centre de la planification. D'accord? Donc, le champ d'efficacité énergétique dans le bâtiment, le comportement et les besoins personnels, donc, doit être des utilisateurs, doit être au centre de la planification. Et pour répondre à ce besoin, on doit agir sur le design, sur le technical building equipment et sur la construction. Donc, sur le design, c'est l'orientation, sur la forme de notre bâtiment. Donc, lorsque je parle de la forme, c'est l'architecture, etc. Donc, lorsque je parle de construction, c'est les matériaux de construction. S'il faut faire attention au pont thermique, il faut choisir le mode de construction le plus fiable, il faut penser à l'isolation thermique, etc. Et pour les technical equipment, donc il faut utiliser des systèmes qui ne sont pas énergivores, donc pour le conditionnement de l'air, pour la ventilation, pour le chauffage et pour l'éclairage. Et bien sûr, pourquoi pas ne pas penser à produire notre propre énergie dans le bâtiment et comme ça, on pourra même aller vers un bâtiment, ce qu'on appelle un bâtiment à énergie positive. Donc, l'architecture, on l'a déjà défini. Qu'est-ce que c'est l'architecture bioclimatique? On l'a défini. Les facteurs pour l'architecture, la protection du bâtiment contre le vent, on l'a dit. L'utilisation optimale de l'énergie solaire, orientation optimale. Il peut être maintenu tout au long de l'année, etc. Donc, tout cela, on l'a dit. Donc ici, dans ce tableau, je résume, si vous voulez, les mesures dans les régions mondiales. Donc regardez ici, au Maroc, on fait partie ou bien de la zone moderne. La ventilation naturelle, ici, elle est notée de 1 à 7. Donc, échelle d'évaluation de 0 à 7. Donc, 7, c'est grande importance et 0, pas d'importance. Et regardez ici, dans la zone méditerranéenne, la ventilation naturelle, il a une évaluation de 6. Ça veut dire que la ventilation naturelle, elle est très, très importante. Et vous savez très, très bien que si on joue sur la ventilation naturelle, on peut éviter parfois des dizaines d'heures de climatisation par la suite. Parce que en général, il y a un gradient de température entre la nuit et la journée. Et donc, pourquoi pas ne pas en profiter de cette fraîcheur qui existe pendant la nuit pour refroidir le bâtiment. Et comme ça, pendant la journée, on va retarder, au cas de besoin, l'appel à la climatisation. Donc ici, vous avez une idée sur les différentes, si vous voulez, mesures passives ou actives selon le zonage. Donc, je vous laisse le soin de découvrir vous-même tout cela. Donc, comme tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez, l'efficacité énergétique dans le bâtiment, ça commence même avant la construction, tout en prenant en compte l'environnement immédiat. Donc, avant la construction, il faut voir l'orientation, parce que l'orientation, elle est en relation avec la trajectoire solaire. Et comme ça, si je suis orienté nord, je dois avoir des baies vitrées vers le sud, etc., etc. Je dois limiter les baies vitrées vers le nord. Je dois penser, est-ce que j'ai des bâtiments mitoyens? Est-ce que j'ai des bâtiments, est-ce que un axe routier qui travaille beaucoup? Donc, je dois penser sur l'isolation, en plus de l'isolation thermique, sur l'isolation acoustique, parce que s'il y a beaucoup de bruit, je serai obligé de fermer les fenêtres pendant l'été, et donc je vais limiter la ventilation naturelle, etc., etc. Je dois prendre en compte les données climatiques, la température, l'humidité, le rayonnement solaire, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'analyse du site. Donc, il faut faire en général une analyse de site avant même d'attaquer la construction. Après l'analyse de site, on va passer à la conception architecturale. Et dans la conception architecturale, pour minimiser le recours au système de chauffage et climatisation, il faut essayer de profiter au maximum de l'environnement, des conditions climatiques extérieures
pour voir comment peut-on profiter du rayonnement solaire pendant l'hiver, de l'éviter pendant l'été, et ainsi de suite. Et c'est ça ce qu'on appelle l'architecture bioclimatique. Donc ici, la compacité aussi, pour l'efficacité énergétique, la compacité, il joue un rôle très très important, parce que il faut avoir le maximum possible un bâtiment compact. Donc ici, dans ce sens, du haut vers le bas, la compacité elle est très grande, et ici la compacité elle est très petite, mais peu compacte. Donc ici le bâtiment il est peu compact. Donc c'est le même volume, mais dispatché selon différentes formes. Si vous voulez, si je calcule le volume de ce premier cas avec le volume de ce dernier cas qui est sous forme un cube, le volume est le même, mais la compacité il varie au fur et à mesure que je descends du haut vers le bas. Et donc, pourquoi la compacité elle est très importante? Parce que pour un bâtiment compact, je limite les surfaces d'échange avec le milieu extérieur, parce que le bâtiment, puisqu'il va réagir avec le milieu extérieur, il y a des conditions de température différentes, d'humidité différentes, et donc le bâtiment est sur le siège d'un transfert de chaleur, d'un transfert d'humidité, d'hygrométrie, etc. Et donc, lorsqu'il y a la surface d'échange, elle est très grande, ça veut dire que les déperditions pendant l'hiver, ils seront très grandes, et donc je vais avoir un besoin en chauffage très très grand. Par contre, lorsque la compacité elle est grande, je limite au maximum les déperditions, parce que la surface d'échange il est largement inférieure que la surface d'échange dans le cas d'un bâtiment peu compact. Et bien sûr, tout cela, il va influencer sur la disposition des espaces selon les usages. Donc, si je suis dans ce bâtiment, si j'ai l'orientation nord, comme vous voyez ici vers le haut, l'orientation vers le sud, et donc la distribution des espaces de vie doit être orientée vers le sud. Donc, le séjour, les chambres, la cuisine doit être où il ne sera pas, soi-disant, il ne va pas profiter du rayonnement solaire, donc il faut faire les escaliers, le garage, les salles de bain, etc. Donc, rapidement, l'orientation aussi, elle a un rôle très très important, parce que avec l'orientation, tout change. Le rayonnement solaire, il change, peut-être même le vent, il va changer, etc. Donc tout ça influence. Regardez ici, en tournant juste cas d'études au Maroc, 10% de réduction de la demande d'énergie thermique par le changement de l'orientation. Juste avec le changement de l'orientation, on a réalisé 10% de réduction de la demande d'énergie. D'accord? Donc l'orientation aussi est très importante. Et ici, vous voyez, pour comprendre ce phénomène, je vous présente cette courbe dans laquelle il y a la quantité d'énergie reçue par différentes orientations pendant toute l'année. Donc regardez ici l'orientation sud qui est orange ici, orange, il reçoit le maximum pendant l'hiver et le minimum pendant l'été. Et c'est pour cela d'ailleurs on dit que le bâtiment, selon l'approche bioclimatique, il doit être orienté vers le sud pour profiter de ce rayonnement pendant l'hiver, là où on a besoin du rayonnement, et pour éviter le rayonnement là où on n'a pas besoin de rayonnement solaire, parce que ça va engendrer une surchauffe de notre bâtiment. Et même ce minimum, il peut être évité si on est orienté vers le sud grâce à tout simplement des protections solaires horizontales. Parce que pendant l'hiver, pendant l'été, la hauteur du soleil elle est grande, et donc ils seront freinés par la protection solaire pour ne pas pénétrer dans le bâtiment. Et pendant l'été, la hauteur du soleil il est faible, et donc malgré l'existence de la protection solaire fixe vers l'orientation sud, ils peuvent entrer dans le bâtiment pour participer à surchauffer notre bâtiment. Donc, si vous voulez, il y a deux stratégies en hiver et la stratégie hivernale, la stratégie estivale. La stratégie hivernale, il cherche à conserver la chaleur dans le bâtiment pour ne pas faire appel à des systèmes de chauffage. Et donc, pour cela, il faut jouer sur l'isolation, sur l'étanchéité aussi. Il faut faire attention à l'étanchéité, parce que si le bâtiment n'est pas étanche, alors de grandes déperditions pourront s'effectuer à cause de manque d'étanchéité du bâtiment. Et pendant la stratégie estivale, bien sûr, il faut jouer sur
sur la ventilation naturelle, pour faire dissiper la chaleur vers l'extérieur, surtout pendant le soir. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'isolation thermique pour limiter les apperditions, c'est-à-dire les apports externes de l'extérieur vers l'intérieur dans notre bâtiment. Donc, je passe rapidement cela parce que le temps presse. Donc, regardez ici, on a dit que l'orientation horizontale, il reçoit le maximum, comme il est précisé ici. Donc, regardez, pendant l'été, l'orientation horizontale, il reçoit de 6 à 7 kWh par mètre carré. Vous savez très très bien que si vous avez une fenêtre de 1,5 mètre carré exposée au soleil, c'est comme si vous avez un radiateur allumé. Et donc, c'est une énergie vraiment énorme et il faut toujours chercher comment peut-on dégager cette chaleur, surtout pendant l'été, pour que le bâtiment ne surchauffe pas. Par contre, il faut en profiter de cette chaleur pendant l'hiver pour ne pas faire appel à des systèmes de chauffage et climatisation. Mais regardez ici même des toitures. Parfois, il y a des mesures d'efficacité énergétique qui ne demandent même pas beaucoup d'investissement. Ici, regardez, la municipalité de New York a mis en place une structure visant à repeindre à terme tous les toits de Big Apple en blanc. Donc regardez ici, après l'expérience, elle a été généralisée sur la municipalité de New York parce que lorsqu'on repeint notre toiture avec une couleur blanche, alors on augmente c'est-à-dire 90% de rayonnement solaire, ils vont être réfléchis et comme ça, on peut, si vous voulez, diminuer la température estivale et réduire la consommation de climatisation. Et cette solution peut s'adapter agréablement avec notre ville de Marrakech, par exemple, parce qu'à Marrakech, on a besoin plus de climatisation que de chauffage, et donc pourquoi pas ne pas repeindre les toitures par une couleur blanche. Et c'est exactement ce qu'a fait l'université de Colorado, qui a fait cette étude en Koweït. Il a pris 2 bâtiments voisins, 2 immeubles. Un, il a repeint sa toiture en couleur blanche, et l'autre, il a laissé une couleur sombre de ciment. Et regardez l'impact, si vous voulez, de point de vue caméra thermique. Regardez la différence. Il y a une surchauffe dans ce bâtiment, et ici, il se trouve à une température de 43, alors que l'autre, il peut atteindre 65 degrés Celsius. Et regardez l'impact de la consommation énergétique en Koweït. Ça peut aller des économies d'énergie de gigawattheures, juste avec la couleur de la toiture. Sachant qu'en Koweït, 75% de ces besoins énergétiques, ils sont dépensés pour la climatisation. Donc, protection solaire. Donc, on va parler de protection solaire. Ça, c'est aussi, ça peut jouer un rôle sur l'amélioration de la performance énergétique et du confort thermique dans le bâtiment. Et pour la protection solaire, on va parler des rideaux, parce que l'énergie solaire, il entre principalement via les baies vitrées, et donc il faut envisager des protections solaires qui peuvent être, comme vous le savez très bien, installées ou bien par l'extérieur ou bien par l'intérieur, mais ça, vous savez aussi que par l'extérieur, ils seront beaucoup plus performants, parce que si nous avons une protection à l'extérieur, alors une grande quantité, il va être réfléchi à l'extérieur, il ne va pénétrer qu'une petite quantité, et l'effet de serre qui va être créé entre le rideau et le vitrail, il va être évacué en général vers l'extérieur. Par contre, si nous avons la protection solaire à l'intérieur, alors on a déjà une grande quantité qui entre déjà, et l'effet de serre qui va être créé entre le rideau et le vitrail, il va être dissipé vers l'intérieur pour chauffer davantage notre bâtiment. OK ? Donc, bien sûr, il y en a plusieurs types de protection solaire. Pour l'orientation sud, et il suffit de faire une orientation verticale qu'on vient de le signaler, parce que verticale, ça évite le rayonnement solaire pendant l'été et ça laisse entrer le rayonnement solaire pendant l'hiver, là où on a besoin du rayonnement solaire. Pour l'orientation est-ouest, on peut envisager des protections solaires verticales comme dans ce cas. OK? Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier, donc il ne faut pas tomber dans les erreurs que la France a commis dans sa première réglementation thermique. Il a renforcé l'isolation thermique, il a oublié la ventilation thermique, donc il a créé d'autres problèmes. Donc, il a créé des bâtiments comme des
donc il a créé d'autres problèmes sur la qualité de l'air, sur l'existence de la moisissure, etc. Donc la ventilation, bien sûr, joue un rôle très très important pour améliorer la qualité de l'air dans notre bâtiment et pour aussi améliorer le confort thermique. Donc, bien sûr, il y en a plusieurs méthodes pour renforcer la ventilation thermique via les fenêtres, via les atriums, via les cheminées solaires, via les murs trompes. Le principe de mur trompe, c'est celui-là. Donc, on peut placer un vitrage en face d'un mur, donc pour chauffer l'air d'un bâtiment. L'installation d'une plaque de verre devant un mur orienté vers le sud, surtout s'il est orienté vers le sud. Donc, l'air intérieur ventile dans la couche entre la plaque et le verre et le mur. Donc l'air, il va être pénétré par ce au-dessous, il va être chauffé et injecté pour chauffer le bâtiment. C'est ce qu'on appelle le mur trompe. Actuellement, on parle de la végétation des parois, etc. Et comme je vous ai dit, chaque point, il a besoin de beaucoup de détails. Donc c'est pour cela, ma présentation d'aujourd'hui, c'est juste une vue globale. Et par la suite, si vous êtes intéressé par un de ces aspects que je suis en train de présenter, alors à ce moment, on pourra organiser une deuxième session qui va se focaliser ou bien sur l'architecture bioclimatique, ou bien sur la simulation thermique, ou bien sur la modélisation thermique dynamique des bâtiments, ou bien sur l'enveloppe, ou bien sur les équipements, etc., etc. Donc la deuxième étape, il faut savoir améliorer l'enveloppe du bâtiment, parce que les performances énergétiques d'un bâtiment, ils dépendent aussi de l'enveloppe. L'enveloppe est le siège des déperditions ou bien des apperditions. Et donc si on améliore l'enveloppe, lorsqu'on parle de l'enveloppe, c'est les parois, les vitrages, les ponts thermiques, etc. Alors à ce moment, on peut améliorer les performances thermiques du bâtiment. Donc ici, il faut savoir très très bien que les déperditions dans un bâtiment non isolé, la plus grande partie s'effectue via la toiture, la deuxième via les murs extérieurs, les autres déperditions c'est de l'air renouvelé 20%, via le vitrage 13%, et seulement 7% vers le sol et 5% via les ponts thermiques. On va définir tout à l'heure les ponts thermiques. Par contre, dans un bâtiment isolé, seulement 10% via la toiture, 20% via les murs, et regardez les ponts thermiques qui sont augmentés pour aller jusqu'à 20%. D'accord? Et donc, si vous voulez les déperditions dans un bâtiment, il y a plusieurs types. Il y a les déperditions surfaciques. C'est ce qu'on appelle via la toiture, les murs, les ponts thermiques, les vitrages. Il y a les déperditions aéroliques, il y a les déperditions, si vous voulez, linéiques via les ponts thermiques. Et donc, pour améliorer l'efficacité énergétique de votre bâtiment, il faut améliorer votre enveloppe pour réduire ces déperditions. Parce que si les déperditions augmentent, les besoins en chauffage ils vont augmenter. Et si les déperditions on peut arriver à réduire les déperditions, alors on aura besoin d'un faible besoin, ou bien la charge de froid sera très très faible. Et d'où c'est ça l'objectif de l'efficacité énergétique. Donc bien sûr, il faut savoir les caractéristiques physiques d'un matériau de point de vue efficacité énergétique. On a besoin de savoir la conductivité thermique, l'épaisseur, la masse volumique et la chaleur spécifique. Et à partir de ces 4 paramètres, on peut trouver les autres paramètres tels que la diffusivité, l'effusivité, si vous voulez, etc. Donc la conductivité, si vous voulez, c'est la quantité de chaleur passant en une seconde au travers 1 mètre carré d'une couche de matériau homogène de 1 mètre d'épaisseur soumis à une différence de température de 1 degré. Donc c'est la capacité, si vous voulez, d'un matériau à faire transférer la chaleur. Ça, elle est mesurée par la conductivité thermique. D'accord? Donc c'est une propriété intrinsèque du matériau, et chaque matériau, il a une conductivité thermique spécifique donnée en watts par mètre fois Kelvin. Donc ici, puisqu'on parle de bâtiment, il faut quand même avoir une idée sur la conductivité thermique de différents matériaux de construction. Donc regardez ici le béton armé standard, il a une conductivité entre 1,75 et 2,5, alors que les matériaux d'isolation, ils ont une conductivité thermique de 0,032 jusqu'à 0,05 ou bien effectivement 0,5. Et donc d'où l'importance d'utiliser l'isolation thermique dans les parois, parce qu'avec l'isolation thermique, on va limiter les déperditions, on va limiter les apperditions, et donc
on va réduire les charges de chauffage et de climatisation. OK? Donc, le contraire de la conductivité, c'est la résistance thermique. Et la résistance thermique, si vous voulez, c'est l'épaisseur sur lambda. Donc, il est donné en mètres carrés Kelvin par watt. Donc, la résistance thermique, si vous voulez, c'est la capacité d'un matériau à résister au transfert de chaleur. Et donc, on a intérêt à augmenter la résistance thermique. Donc, pour augmenter la résistance thermique, il faut ou bien augmenter l'épaisseur ou bien diminuer la conductivité thermique. Et avec donc ici, vous avez une idée sur la résistance thermique des matériaux de construction. Le parpaing, c'est le bloc de béton avec trou. Donc, c'est le parpaing 20 cm, il a une résistance de 0,19. Brique creuse ordinaire, 0,17. Mais regardez ce qu'on appelle la brique monomure. Il a une résistance thermique de 1 au mètre carré Kelvin par watt. Ce qui fait, de point de vue thermique, il est très, très important d'utiliser les briques monomures. Donc, il faut faire une étude technico-économique parce que, bien sûr, la brique monomure, elle est plus chère, mais après, avec la mur monomure, par exemple, on n'aura pas besoin d'une double cloison. Peut-être avec une simple cloison, on peut bâtir notre bâtiment et ce bâtiment, il va être performant. Mais bien sûr, lorsqu'on parle d'isolation, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas une seule propriété avec laquelle on peut caractériser un isolant thermique. À part la conductivité thermique, il y a la résistance à la vapeur, il y a résistance à la compressibilité, parce que si on veut utiliser un isolant thermique dans la toiture accessible, par exemple, qui va être isolé de l'extérieur, on peut pas isoler on peut pas l'isoler avec la laine de roche ou bien la laine de verre, parce que la laine de roche ou bien la laine de verre, il a une faible résistance à la compression. Donc, il faut faire appel à des isolants qui ont une grande résistance à la compression. Et ici, je peux faire appeler au polystyrène extrudé, polyuréthane expansé, etc., etc. Et tous ces isolants, ils existent actuellement dans le marché marocain. Donc, la résistance thermique, ça, c'est des notions de thermique de bâtiment, c'est tout simplement l'épaisseur sur lambda. Et donc, si vous avez une paroi telle que présentée dans cette figure, si on veut calculer la résistance totale, donc c'est E1 sur lambda 1, E2 sur lambda 2, E3 sur lambda 3, pur ce qu'on appelle les résistances superficielles extérieures-intérieures qui sont dues cette fois-ci à la convection, au phénomène de transfert thermique par convection. Donc malheureusement on n'a pas le temps pour expliquer effectivement tout cela. Donc bien sûr ici avec la résistance thermique on peut calculer ce qu'on appelle le coefficient de transmission thermique surfacique. Le U, il sera donc en watts par mètre carré fois Kelvin. Et donc, c'est l'inverse de la résistance thermique. Et lorsqu'on veut calculer les déperditions dans un bâtiment, ou bien le transfert énergétique, le flux total, c'est tout simplement le U multiplié par la surface, multiplié par la différence de température. Donc, regardez ici, juste pour faire, pour démontrer l'importance de l'utilisation de l'isolant thermique, il y a aussi un petit exemple. Donc ici, un mur en aggloméré de ciment non isolé, etc. Donc, avec sans isolation thermique, on aura besoin de, regardez, j'ai pas le temps pour faire les calculs, mais on aura besoin de 58 kWh comme énergie pour garder la température à l'intérieur de 19 degrés. Donc, dans ces conditions, pour garder la température 19 degrés à l'intérieur, on a besoin de fournir 58 kWh pendant 24 heures. C'est-à-dire, si vous avez un bâtiment, et ça c'est seulement, c'est les déperditions dues au mur. Par contre, pour avoir le besoin en chauffage, il faut calculer les déperditions via les baies vitrées, les déperditions via la toiture, via le plancher, etc., etc. Et donc, sûrement, on aura à peu près 100 kWh en 24 heures. 100 kWh, ça veut dire c'est 100 dirhams, plus que 100 dirhams. Il faut gaspiller plus que 100 dirhams pour garder 19 degrés alors que la température est 9 degrés. Et ça, c'est seulement en 24 heures. Mais regardez, lorsque nous avons installé de l'isolation thermique, le flux thermique, il a été 11 fois moindre grâce à une isolation thermique que nous avons ajoutée, d'où l'intérêt de l'isolation thermique. Donc, il y a parmi les déperditions, à part les déperditions surfaciques, aéroliques, etc., il y a les déperditions qui sont dues au pont thermique. Donc, un pont thermique, en fait, c'est quoi? Il est dû à une discontinuité de l'isolation ou bien à une discontinuité des matériaux de construction. Chaque fois, quand vous voyez ici dans cette figure, vous avez une discontinuité, vous avez des
des déperditions qui se manifestent à ce niveau. Donc, bien sûr, les ponts thermiques créent beaucoup de problèmes dans notre bâtiment. Il peut créer aussi des moisissures, la dégradation de notre paroi à l'intérieur, etc. Donc, c'est très important de penser à résoudre les ponts thermiques. Et pour l'une des meilleures solutions pour traiter les ponts thermiques, c'est l'isolation par l'extérieur. Et comme ça, on aura une continuité des matériaux de construction et on va éviter les ponts thermiques. Donc, il y en a plusieurs types de ponts thermiques. Il y a des ponts thermiques linéaires, ponctuels, etc. Et il y a aussi des solutions pour traiter les ponts thermiques avec ce qu'on appelle les principes de rupture de pont. Donc, si vous avez ici, par exemple, ici, regardez sans rupture de pont, regardez avec caméra thermique, il y a des déperditions et avec l'installation de rupture de pont thermique qui contient une partie isolée, on a évité, si vous voulez, ou bien on a réduit les déperditions qui sont dues au pont thermique. Donc, regardez ici des études sur la rénovation énergétique. Et ça, c'est une étude qui a été réalisée à Frankfurt. Donc, un bâtiment avant la rénovation énergétique et après la rénovation énergétique, on regardait son comportement, beaucoup de déperditions, beaucoup de ponts thermiques. Et lorsqu'on a renforcé l'isolation et on a remplacé le simple vitrage par le double vitrage performant, regardez son comportement thermique. Et de point de vue économie, on a économisé jusqu'à 87% d'économie d'énergie. D'où l'importance de tout ce que nous avons vu ensemble. Bien sûr, pour faire l'efficacité énergétique dans le bâtiment, il faut avoir une idée sur le mode de construction qui existe au Maroc. Donc, regardez ici, je vous présente les modes de construction pour les murs. Donc, ça, c'est les murs. On voit très bien que le mode de construction 1, qui est mur en briques, est le plus prépondérant. Le deuxième, c'est le mur en pierre agglomérée au mortier, mais le mur en double cloison avec briques, c'est le plus utilisé au Maroc. Donc, pour la toiture en ordi, il se trouve en deuxième position. Toiture en dalle de béton armé, c'est la plus utilisée à l'échelle nationale. Donc, il faut avoir une idée donc sur le mode de construction pour essayer d'étudier par la suite le comportement thermique de votre bâtiment. Et ça, c'est selon le mode de construction. Vous savez très bien qu'il y a un coefficient de déperdition en surface cycle U qu'on présente ici. Donc, regardez la double cloison en brique, il a un U de 0,48, alors que simple cloison en parpier, il a un 2,8. Donc, vous savez très bien que la double cloison, elle est beaucoup plus meilleure que un simple cloison en parpier parce qu'il a un faible coefficient de déperdition, un faible coefficient d'échange thermique surface. Donc, de même pour la toiture, on présente ici les propriétés. Donc, si vous voulez, pour schématiser un peu l'intérêt de l'isolation thermique, on peut schématiser le bâtiment comme cette casserole, là où il y a beaucoup de trous. Donc, la casserole avec beaucoup de trous, c'est un bâtiment non isolé. Et donc, pour compenser les déperditions, on doit ouvrir au maximum nos robinets qui schématisent ici les systèmes de chauffage et climatisation. Les nuages et les pluies, c'est les gains, les calories et les frigorifiques qui existent gratuitement dans l'environnement extérieur. Et donc, malgré les gains extérieurs gratuits, pour compenser et garder le même niveau d'eau dans la casserole, il faut faire appel, il faut ouvrir au maximum le robinet. Ça se passe comme ça dans les bâtiments mal isolés. Donc, pour garder un niveau de confort, il faut faire appel au système de chauffage et climatisation qui vont consommer beaucoup d'énergie. Donc, regardez ici, lorsqu'on a amélioré l'isolation thermique des bâtiments, on a consommé peu de chauffage et de climatisation et parfois on peut même s'en passer des systèmes de chauffage et climatisation. Donc, je crois que le temps presse. Je ne vais pas parler comment peut-on isoler les modes de construction de l'isolation des bâtiments. Donc, je vais en passer. Vous aurez tout ça dans le slide que je vais partager par la suite avec vous. Donc, pour passer à autre chose,
Donc ici, le vitrage, bien sûr. Donc lorsque j'ai parlé de l'enveloppe, il faut savoir que l'enveloppe, c'est les murs extérieurs, c'est les surfaces opaques et aussi c'est les baies vitrées. Et les baies vitrées aussi, il y a le simple vitrage, il y a le double vitrage, il y a le triple vitrage. Et chaque vitrage, il a des propriétés meilleures que l'autre. Donc regardez ici, c'est une comparaison entre simple vitrage et double vitrage. Le simple vitrage, il a un coefficient de déperdition surfacique de 5,7, alors que le double vitrage, il a un coefficient de déperdition surfacique de 2,9. Donc, de point de vue thermique, elle est meilleure, et de point de vue facteur solaire aussi, elle est meilleure. Avec le simple vitrage, 85% de rayonnement solaire, il pénètre dans le bâtiment, ce qui va surchauffer notre bâtiment pendant l'été, et avec le double vitrage, seulement 75% de rayonnement solaire, ils vont pénétrer dans le bâtiment. C'est pour cela, dans la réglementation thermique pour les baies vitrées, on parle comme exigence thermique de coefficient de déperdition surfacique, le U, et on parle aussi du facteur solaire. Le facteur solaire, c'est tout simplement le flux transmis sur le flux incident. OK? Donc ici, on a parlé de l'architecture, on a parlé de l'intérêt de l'enveloppe, du climat, des apports solaires, etc. Donc si on a tout cela, alors on peut passer à un outil de simulation thermique avec lequel on va calculer le besoin en chauffage de notre bâtiment. OK? Donc, en général, on va pas s'amuser à faire les calculs manuels parce que ça prend beaucoup de temps. On fait appel à des systèmes de simulation thermique, que ça soit statique ou bien dynamique. Et en général, on a besoin de donner l'orientation, l'architecture, la forme des bâtiments, l'enveloppe des bâtiments, le climat. Donc, dans le système, dans l'outil, on doit avoir des bases de données du climat, des données climatiques du site, à savoir la température, le rayonnement, l'humidité, la vitesse du vent, la direction du vent. Aussi, on doit donner à notre outil les apports internes. Vous savez très très bien que les occupants, ils libèrent de la chaleur, que l'éclairage, il libère de la chaleur, que les ordinateurs, ils libèrent de la chaleur. C'est ce qu'on appelle les apports internes. Dans la simulation thermique, on peut en tenir compte aussi des apports internes. C'est de l'énergie gratuite donnée à l'intérieur du bâtiment. Est-ce qu'il y a des masques proches? Est-ce qu'il y a des protections solaires? Et donc, si on a toutes ces informations, alors on peut utiliser un outil qui va nous donner rapidement le besoin en chauffage et en climatisation et voir par la suite comment peut-on améliorer pour le bâtiment pour réduire ses besoins en chauffage et climatisation. Donc, pour cela, on fait appel à la simulation thermique des bâtiments. Donc, la simulation thermique, c'est la simulation des flux thermiques au sein d'un bâtiment. Que prend-elle en compte? Les caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment, le climat, le site, les occupants, tout ce qui influence le comportement thermique du bâtiment. Donc, il permet bien sûr d'évaluer le confort et le besoin de chauffage et de climatisation des bâtiments. Donc, pour votre information, si vous vous intéressez, bien sûr, il y a beaucoup d'outils avec lesquels on peut simuler le comportement thermique de bâtiments, faire la simulation thermique dynamique. Il y a Terransys. Terransys, c'est un logiciel qui a été développé par l'Université of Wisconsin aux États-Unis, qui a été dédié premièrement pour les systèmes énergétiques à base d'énergie solaire, mais après, ils ont développé tout un module qui va faire la simulation thermique des bâtiments. Donc, Terransys, elle est utilisée dans plus de 200 universités dans le monde par des grandes entreprises, des laboratoires de recherche pour recherche et développement. Il y a aussi Design Builder. Il a une interface graphique beaucoup plus conviviale, donc généralement préférée par les bureaux d'études, mais ce sont des logiciels bien sûr payants. Il y a SIP, il y a aussi SIP, c'est un outil qui a été développé par un bureau d'études espagnol, SIP, avec lequel c'est un outil complet avec lequel on peut faire calcul structure, calcul de charpente métallique, faire aussi le metring, et aussi il présente tout un module pour faire l'étude thermique de bâtiment, l'étude acoustique, de l'éclairage, etc. Donc ils ont une solution complète pour le bâtiment. Et c'est SIP d'ailleurs, c'est SIP qui a développé Binayat. Le logiciel Binayat, surtout le logiciel Binayat 3D, Binayat performantien, avec lequel on peut aussi faire la simulation thermique de bâtiments. Et donc, si vous maîtrisez Binayat, vous pouvez rapidement maîtriser le SIP parce que c'est
la même méthodologie, la même interface si vous voulez. Les Américains, ils ont un autre outil qui s'appelle Equist. Les Suisses, ils sont les OSEI. Autodesk Ecotech, bien sûr, ils ont un autre outil qui s'appelle Revit, avec lequel on peut aussi faire la simulation thermique du bâtiment. Les Français, ils utilisent Pléiade Confi. Il y a aussi Énergie Plus, qui est un code ouvert, mais beaucoup un peu compliqué que les autres logiciels. Donc, bien sûr, aussi, il faut savoir que les outils de simulation, les applications des outils de simulation, on peut avoir beaucoup d'applications, que ça soit pour faire l'audit énergétique, pour développer des règlements thermiques des constructions, la conception des bâtiments haute performance énergétique, Zero Energy Building, bâtiments certifiés LEED, par exemple, optimisation des systèmes, forme des bâtiments, opération des systèmes de chauffage et climatisation. Donc, l'outil de simulation, en général, on peut, il y a pas mal d'applications. Donc, pour l'audit énergétique en général, comme vous le savez, si on veut auditer un bâtiment, la première des choses, c'est voir l'état de base de référence. Et donc, ce qu'on fait en général, c'est faire la simulation thermique de l'état de base, du bâtiment de référence. Et en général, on fait comparer les résultats de la simulation avec des mesures sur site. Et si le modèle, il est soi-disant entre parenthèses, il est validé, alors à ce moment, on peut voir l'impact des mesures d'efficacité énergétique sur le comportement futur de bâtiment. Donc, en général, dans le cas de la rénovation énergétique, on fait appel à la simulation énergétique. Pour les nouveaux bâtiments, on fait appel aussi à la simulation énergétique pour voir la conformité des bâtiments au règlement thermique de construction. Et même pour développer des règlements thermiques de construction, on fait appel parfois à la simulation thermique. Donc, pour faire la conception des bâtiments à haute performance énergétique aussi, on se base sur la simulation thermique. Donc, la simulation thermique, c'est un outil très, très important. Il joue un rôle très, très important dans l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Et dans ce cadre, je vous invite à maîtriser quelques-uns de ces outils parce que il est de plus en plus demandé. Donc, j'ai parlé aussi de règlement thermique de construction. Donc, rapidement, il faut savoir que lorsqu'on développe aussi un règlement thermique de construction, en général, on lance à côté un label. Donc, regardez ici, ça c'est l'expérience française. Donc, le premier règlement qui a été lancé en 1974, il a la consommation était fixée à 350 kWh énergie primaire par mètre carré par an. D'accord? Le deuxième règlement qui était en 2005, on a passé de 350 kWh énergie primaire par mètre carré par an à 190 kWh par mètre carré par an. Donc, celle de 2012, et la consommation des bâtiments doit être inférieure ou égale à 55 kWh par mètre carré par an. Et en général, en lançant un règlement, à côté, on lance un label pour aller au-delà des exigences de la réglementation thermique. Et lorsque la France a lancé la réglementation thermique 2005, il a lancé le label bâtiment à basse consommation. Et le label bâtiment à basse consommation, c'était la base de la nouvelle réglementation thermique qui est apparue en 2012. En 2012, on a aussi lancé un autre label qui s'appelle BEBOS Energy, ou bien bâtiment à énergie positive. Et le bâtiment à énergie positive, c'était la base de la nouvelle réglementation thermique en France, qui est maintenant en Europe, on n'appelle pas la réglementation thermique, on l'appelle la réglementation environnementale, là où il y a moins d'énergie, moins d'émissions de carbone, et avec un bâtiment à énergie positive. Donc, un bâtiment qui consomme 0 kWh énergie primaire par mois. Donc, c'est un bâtiment qui produit plus que l'énergie consommée. C'est ce qu'on appelle bâtiment à énergie positive. Donc, bien sûr, pour promouvoir l'efficacité énergétique dans le bâtiment, on lance des règlements thermiques de construction, on lance des codes d'efficacité énergétique dans le bâtiment, tels que le règlement thermique de construction au Maroc, la réglementation énergétique en France, l'audit énergétique obligatoire au Maroc, mais en parallèle de la réglementation thermique, parfois, il y a des normes avec lesquelles on peut aussi promouvoir et améliorer la performance énergétique dans le bâtiment.
bâtiment, telles que la norme ISO 50001 que vous connaissez, la norme relative au management de l'énergie, la norme ISO 50002 relative à l'audit énergétique, la norme ISO 13790 relative au calcul des besoins énergétiques de bâtiments. Et d'ailleurs, c'est cette norme que utilise Binance Performance pour calculer le besoin énergétique du bâtiment. À part les normes, il y a aussi les certifications. Vous savez très bien qu'il y a la certification HQE, il y a la certification LED, la certification BREEAM. Donc chaque pays, si vous voulez, il a un système de certification. L'objectif principal, c'est d'améliorer la durabilité et la performance énergétique du bâtiment. Donc aussi il y a des labels aussi. Donc à l'échelle nationale, nous avons un label Iltizam qui permet non seulement de valoriser les efforts de qualité des promoteurs, mais aussi de renforcer des relations avec les partenaires. Il y a le label Ecobinayat, c'est un label de performance énergétique de bâtiments. Malheureusement, il n'est pas encore appliqué. Il a été développé par l'AME dans le cadre du programme du Code de l'efficacité énergétique dans le bâtiment qui a été financé par le PNUD et le GEF. Il y a aussi d'autres labels, bâtiments à basse consommation, il y a Effet Énergie, il y a BPOS, etc. Donc tous ces labels, ces certificats, ces réglementations, l'objectif principal, c'est d'améliorer bien sûr la performance énergétique du bâtiment. Donc chaque pays, Passive House c'est en Allemagne, Minergie c'est en Suisse, Effet Énergie c'est en France, Label Well, si vous voulez, c'est aux États-Unis, ainsi de suite. Donc ici, je vais clôturer ma présentation par un projet que nous avons réalisé nous-mêmes et avec laquel on a appliqué tout ce que je viens de vous présenter. En partant de l'architecture bioclimatique, de l'orientation, de la conception des baies vitrées, etc. C'est le projet, ce qu'on avons appelé le projet Tzaddart. Tzaddart, il a comme ça تعرفوا الأمازيغية هو المنزل باللغة الأمازيغية. Donc Tzaddart UAE, c'est un projet qui a été réalisé, conçu et réalisé par une équipe des étudiants, de professeurs à la faculté des sciences et techniques et de l'ENSA de Tanger, et avec lequel nous avons gagné le premier prix de la performance énergétique dans la compétition internationale Solar Décathlon africain qui a été organisée pour la première fois au Maroc. D'accord? Tout cela, tout simplement pour vous montrer que tout ce que nous avons vu précédemment, c'est des choses pratiques, c'est des choses qu'on peut réaliser avec peu de moyens, si vous voulez. Et donc, l'efficacité énergétique, moi je suis pour la démocratisation de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique n'est pas un luxe pour le high standing, pour les villas, etc. C'est des choses qu'on peut même appliquer dans les bâtiments économiques, dans le bâtiment social. Et on a des expériences qui ont été bien réussies à l'échelle nationale. Nous avons un complexe résidentiel à Tétouan, c'est un logement social dans lequel ils ont intégré des mesures d'efficacité énergétique, et même à part l'isolation thermique, l'isolation acoustique, et l'entrepreneur il a décidé de ne plus bâtir sans appliquer l'isolation thermique parce qu'il a touché de près l'intérêt d'amélioration du confort thermique dans le bâtiment. Il y a aussi une autre expérience, à part cette expérience que je vais vous présenter et avec laquelle je vais clôturer ma présentation. Il y a le cluster EMC, c'est le cluster efficacité énergétique des matériaux de construction. Lui aussi, il a, en respectant le cahier de charge d'un bâtiment économique, il a pu réaliser un bâtiment à énergie positive avec intégration des énergies renouvelables, que ça soit pour la production de l'eau chaude sanitaire ou bien la production d'électricité par des capteurs photovoltaïques, et en utilisant des matériaux locaux, il a pu réaliser un bâtiment qui respecte le cahier de charge des bâtiments sociaux et qui est un bâtiment très performant. Il est même un bâtiment à énergie positive. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre projet que nous avons conçu et réalisé avec les étudiants et avec l'appui bien sûr d'un architecte que je tiens à remercier ici, c'est l'architecte Youssef Marieux qui nous a vraiment aidé
pour élaborer cette conception qui répond aux besoins déclarés par les étudiants, par l'équipe du projet. Donc, si vous voulez, le Solar Décathlon, tout d'abord, rapidement, est une compétition internationale des bâtiments verts dans laquelle plus de 1200 étudiants universitaires représentant 58 universités participant à la conception, à la construction puis exploitation des maisons énergétiquement autonomes. Ces maisons utilisent l'énergie solaire comme unique source d'énergie et sont équipées par des technologies qui permettent une efficacité énergétique maximale. Donc, on avait, avec l'équipe Tzadart UAE, on avait le privilège d'être parmi les 20 équipes qui se sont engagées à relever le défi sur une période d'1 an et demi. Plus d'1 an à Tanger et 5 semaines à Ben Grir. Donc 5 semaines, y compris la compétition. Donc on avait seulement 2 semaines pour bâtir tout ce bâtiment. Donc avec le seul défi est de concevoir des maisons durables à faible consommation énergétique, alimentées par l'énergie solaire dans le but d'atteindre une consommation énergétique nette nulle. Donc bien sûr, tout c'est donc il abrite tout, donc le Solar Décathlon, il a été déjà organisé, il a été lancé premièrement aux États-Unis, mais après il a été organisé aux États-Unis, en Europe, en Chine, à Dubaï, aux Émirats arabes, etc. Donc dernièrement, ça a été organisé à Ben Grir pour la première fois en Afrique. Donc voici notre équipe, elle est constituée des étudiants de l'ESA, de la FST de Tanger, des professeurs, et notre bâtiment, la conception de notre bâtiment est la suivante. Donc si vous voulez, notre bâtiment, si vous voulez, notre bâtiment doit répondre aux 10 contextes, si vous voulez, d'évaluation. En plus de l'architecture, le design, la communication, le marketing appel, il y a le monitoring contexte qui englobe en fait 4 contextes mesurables, à savoir confort thermique, bilan énergétique, équipement et la vie dans la maison. Donc c'est ce qu'on appelle le contexte de l'efficacité énergétique ou bien de la performance énergétique. D'accord. Bien sûr, en amont de la construction, il y avait toute une phase de conception, de créativité, d'innovation. Dans cette phase, nous avons opté pour une démarche bioclimatique, une maison bioclimatique, comme on vient de le définir, et en mesure d'offrir un confort thermique optimal pendant toute l'année, etc. Donc, on a tenu compte, comme vous voyez ici, dans la période chaude, vous avez une protection solaire qui évite l'entrée du rayonnement solaire dans notre maison. Pendant l'hiver, il y a pénétration malgré l'existence de protection solaire, etc. Donc, on a joué sur cette conception bioclimatique pour améliorer le comportement thermique de notre bâtiment. Donc, la maison concurrente doit répondre à des exigences, si vous voulez, à des critères exacts et effectuer des tâches spécifiques. Donc ici, on était évalué sur ces 4 contextes, si vous voulez, de point de vue performance énergétique. Premièrement, la maison devrait être maintenue dans une zone de température de confort avec une température comprise entre 21 et 24,4, avec une humidité relative comprise normalement entre 35 et 60%. Deuxièmement, en ce qui concerne les appareils électroménagers, le réfrigérateur et le congélateur doivent rester allumés de façon normale, tandis que d'autres, comme la lave-linge, la sécheuse, la vaisselle, la table de cuisson devaient fonctionner normalement à des heures prescrites par les organisateurs pendant la période de compétition. Troisièmement, si vous voulez, l'éclairage et l'électronique domestique devaient être allumés à des heures précises et l'équipe devait puiser une quantité et une température fixe d'eau chaude, simulant ainsi une douche. Et bien sûr aussi, dans la compétition, on devrait organiser des dîners et une soirée cinéma pour un groupe. Quatrièmement, notre bâtiment doit être un bâtiment à énergie positive. Les équipes devraient produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment.
Donc, rapidement aussi, avant de clôturer, donc bien sûr, c'était un travail acharné par les étudiants, 1 année et demie de travail continu. On a commencé à la FST, la conception, puis la réalisation des différents modules, et tout ce que nous avons préparé à la FST a été transporté vers Ben Guerir pour participer à la compétition. Donc, dès l'arrivée à Ben Guerir, on a entamé le travail avec des réunions qui ne se terminent pas, avec le travail sur terrain. Donc, c'était vraiment une expérience que je vous encourage à ne pas manquer si jamais vous avez la possibilité. Donc, ici, on a testé, si vous voulez, l'intérêt de l'enseignement par projet. Donc, les étudiants, ils ont appris beaucoup de choses, mais aussi, ils ont démontré un intérêt et une motivation sans limite. Et avec cette motivation, cette persévérance, avec cette résistance, ils ont pu réaliser un bâtiment à énergie positive et gagner le premier prix de la compétition. Donc, ici, vous avez quelques images qui traduit un peu le contexte dans lequel on travaille. Donc voici les résultats. Donc ça c'est autre chose concernant la structure. Nous avons opté pour une structure en T-block. Ce sont des vis, de grandes vis et le quidal sur lesquels on a installé notre maison. C'est pour augmenter la durabilité. Bien sûr, il fallait travailler jour et nuit. Parfois, on restait jusqu'à 1 heure travailler pour terminer notre bâtiment en 2 semaines, et c'était vraiment très très difficile. Donc ici, les étudiants sont en train de monter les plaques photovoltaïques, ici l'installation de l'armoire électrique, ici le câblage, et ainsi de suite. Donc, et enfin, on a réalisé notre maison dans laquelle on avait des visites, on avait, que ça soit des professionnels, des élèves, des étudiants, etc. Il faut accueillir tout le monde dans votre maison et leur expliquer l'intérêt de votre conception. Bien sûr, ici, dans ce schéma, je résume un tout petit peu les mesures d'efficacité énergétique que nous avons appliquées dans notre maison. À part la conception climatique et l'utilisation des matériaux d'isolation tels que l'acrylique, qui est basé sur le recyclage des tissus, des vêtements, etc. Nous avons utilisé donc la toiture de polystyrène extrudé. On était sponsorisé par Danosa, c'est une société espagnole. Nous avons installé aussi le cool roof pour réfléchir le maximum de rayonnement solaire pour ne pas surchauffer le bâtiment. Regardez dans l'orientation nord, on avait des petites baies vitrées, mais nous avons aussi attaqué les systèmes. À part l'installation des panneaux photovoltaïques, on a utilisé ce qu'on appelle Variable Refrigerant Flow Heat Pump System, c'est le système VRV, si vous voulez. On a utilisé de la ventilation avec Heat Recovery, avec Heat Recovery. Nous avons un système de collecte de l'eau pour le recyclage de l'eau. Nous avons utilisé de l'éclairage LED, etc. Donc, on a utilisé pas mal de mesures d'efficacité énergétique avec lesquelles nous avons pu gagner le premier prix de la performance énergétique. Donc ici, grâce à la simulation thermique avec Énergie Plus, nous avons pu optimiser que ça soit l'épaisseur de l'isolation, l'intérêt de l'orientation, l'intérêt de cool load et l'intérêt de la ventilation naturelle, parce que dans notre conception, on a envisagé un patio qui peut s'ouvrir et se fermer. Et donc ici, vous voyez l'intérêt de l'ouverture de la ventilation naturelle nocturne pendant l'été, avec laquelle nous avons pu gagner jusqu'à 682 kWh par heure, etc. Et voici ici la comparaison de notre bâtiment avec les autres bâtiments. Et regardez ici l'évolution de la température. On était meilleur que les autres bâtiments grâce à notre conception bioclimatique, à l'isolation thermique, renforcement de l'isolation thermique, et grâce aussi au système performant, parce que le système que nous avons choisi, il a un coefficient de performance qui dépasse les 4, alors que les systèmes ordinaires, ils sont entre 2,7 et 3.
D'accord. Et ça, c'est la figure, la dernière figure dans laquelle nous schématisons la production d'électricité par notre installation photovoltaïque. Et on trouve très très bien, ça c'est le bilan. On a consommé en 10 jours 181 kWh, on a produit 305 kWh et donc nous avons un solde positif de 124 kWh et donc nous avons réussi un bâtiment à énergie positive. Donc, si vous entendez un bâtiment à énergie positive, ce n'est pas des choses très compliquées, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de faire une bonne conception, choisir les bons matériaux d'isolation thermique et intégration des énergies renouvelables, bien sûr. Ça, c'est le jour où on a gagné le premier prix de la performance énergétique. Et donc, comme conclusion, je suis désolé, j'ai trop tardé au là. Donc, comme conclusion, la performance énergétique se prépare en amont de la réalisation et lors de la conception. L'objectif de l'efficacité énergétique dans les bâtiments est tout simplement de diminuer la consommation d'énergie tout en maintenant les conditions d'utilisation et de confort satisfaisantes. Pour avoir un bâtiment à énergie positive, il faut diminuer les besoins. Donc, il faut jouer sur l'amélioration passive de l'enveloppe, utiliser des systèmes performants, comme je viens de le dire, et intégrer l'usage des énergies renouvelables. Et puisque nous sommes avec des étudiants et des professeurs, je vous dis que l'apprentissage par projet est vraiment très intéressant. On l'a testé lors de cette compétition et avec lequel on peut encourager le partage des connaissances et permet l'acquisition des compétences en gestion de projet, en travail en équipe, en gestion des conflits et sur les soft skills et beaucoup d'autres compétences demandées dans le monde professionnel. Avec cela, je termine ma présentation. Désolé si je trop tardé et merci encore une fois. À vous la parole. Merci.